Nous nous intéressons ici au sujet d'écrit CCP PSI 2017 Physique-Chimie, donc que vous pouvez trouver sur le site CCP, dans l'onglet épreuve anale, sujet, session 2017 PSI, ou au lien écrit au début de la vidéo. Donc c'est un sujet assez intéressant qui, pour une grande partie, traite du programme de conversion de puissance, avec notamment une première partie dédiée à l'étude du moteur synchrone linéaire qui permet de mettre en mouvement un train qui est proposé dans cet exercice. La deuxième partie, elle traite plus de la conversion de puissance, mais l'aspect électronique de puissance. Donc nous, dans cette vidéo, nous traiterons la partie 1. Elle peut être vue comme une application du cours sur les matériaux ferromagnétiques, puisque tous les outils nécessaires ont été vus dans le cours sur les milieux ferromagnétiques. Et comme une introduction donc en fait à ce qui viendra après avec les machines synchrones tournantes, sachant qu'ici ce sera une machine synchrone linéaire, et qui va nous permettre déjà de voir un petit peu ce qu'on verra par la suite dans les machines synchrones tournantes. Ça peut être aussi un sujet qu'on fait après le cours sur les machines tournantes, de telle manière à réinvestir un certain nombre de méthodes et à mieux le comprendre. Donc, quel est le principe rapidement de ce moteur linéaire? C'est qu'on va avoir des parties fixes, ce qu'on va appeler le stator, qui vont créer un champ magnétique qui va avancer, qui va se déplacer. Et le rotor, ce sera un wagon qui sera modélisé par une spire parcourue par un courant I, va suivre ce champ magnétique statorique qui avance, et donc le wagon est animé d'un mouvement en raison du champ magnétique statorique qui avance. Et donc le but de cette partie, c'est de calculer la force exercée sur le wagon pour le mettre en mouvement et de voir à quelles conditions eh bien, cette force peut exister, peut mettre en mouvement le wagon. Donc c'est l'objet de cette étude. L'idée c'est que vous ayez le PDF, que vous le cherchiez un petit peu avant de continuer la vidéo, vous essayez de traiter la partie 1, faire le maximum de questions, de comprendre le maximum de choses, et puis une fois que vous avez suffisamment traité ou que vous bloquez, eh bien vous suivez le reste de la vidéo pour vérifier ce que vous avez fait et compléter si besoin votre correction avec les explications de la vidéo. Dans un premier temps, ce sujet s'intéresse donc à déterminer le champ magnétique créé par les pièces immobiles, c'est-à-dire par le stator. Stator qui est ici constitué de deux plaques de fer séparées d'air, donc de ce qu'on appelle un entrefer, d'épaisseur E. Il y a aussi des conducteurs électriques, parcourus par un courant I dans un sens et I dans l'autre sens, le tout formant finalement un système supposé infini suivant l'axe des Z, également suivant l'axe des X, sachant sur l'axe des X, on a une périodicité du système de période spatiale 2L. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, et la première partie de cet exercice va être de déterminer le champ magnétique créé par ce stator. Alors, on nous dit que a priori le module du champ magnétique n'est pas uniforme dans l'actionneur, mais que nous allons pouvoir déterminer son intensité moyenne par l'application des théorèmes de l'électromagnétisme sur ligne de champ particulière appelée ligne de champ moyenne, et ici représentée. Donc ça va nous servir très rapidement. On nous dit que le fer sera considéré comme un matériau doux, de perméabilité relative μr, et que l'air sera assimilé au vide de perméabilité magnétique μ0. Donc le fait qu'on soit avec un fer doux nous permettra d'écrire que B égale μ0 μr h dans le fer. On n'aura pas a priori à utiliser le cycle d'hystérésis. On nous donne quelques notations, H dans l'air, H dans le fer, B dans l'air, B dans le fer, et une première question est de préciser les unités de μ0 et μr. Bon, on peut répondre directement que μ0 étant Henri par mètre, et que μr est sans dimension, donc est sans unité. On nous demande l'ordre de grandeur de μr pour le fer. Alors dans le cours, on a vu que pour les matériaux ferro, on considérait μr environ égal à 10 puissance 5. Alors pour le fer, c'est un petit peu inférieur. On peut aller jusque μr environ égal à 10 puissance 4 pour le fer. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on va commencer à s'intéresser à trouver B et H, et donc on commence par une analyse des invariances. Alors, comment trouver ce que valent B et H? Alors, a priori, B ou H est une fonction
de l'espace et du temps. Ici, on ne s'intéresse qu'aux variables d'espace, qui en coordonnées cartésiennes sont potentiellement x, y et z. Alors voyons si on peut en éliminer une, voire deux. Pour cela, il faut regarder les causes du champ qu'on est en train de regarder. Et les causes ici, eh bien pour le champ B, ce sont tous les courants libres et les courants liés. Donc il va falloir regarder les courants liés qui sont dans les matériaux ferro magnétiques et les courants libres qui sont dans les conducteurs. Donc ça va être la distribution de courants étudiés. Et c'est la cause du champ magnétique et du champ H. Donc on va regarder les invariances de cette cause pour trouver les invariances du champ B. Donc regardons un petit peu notre schéma et plaçons un point M quelconque ici. On voit que si on se déplace suivant l'axe des Y, eh bien le point M ne verra pas du tout la même distribution de courant, puisqu'il va passer dans le fer, puis dans l'air, ça va changer. Si on se déplace suivant l'axe des X, eh bien on voit que le point M des fois va être en dessous d'un courant I qui vient vers lui, des fois en dessous d'un courant I qui repart vers le fond, donc ce point M entre guillemets va voir des distributions de courant variées si on se déplace suivant X, donc il n'y a pas invariance de la distribution de courant suivant X. En revanche, si on se place sur le point M et qu'on effectue une translation suivant l'axe des Z, eh bien on s'aperçoit, de par le caractère infini du système suivant l'axe Z, que le point M verra toujours autour de lui la même distribution de courant. Et donc, on va pouvoir supposer qu'il y a invariance, on va pouvoir affirmer qu'il y a invariance de la distribution de courant par rapport à la translation à l'axe des Z, et donc que les champs H et B ne dépendent pas de Z. Donc, la distribution de courant est invariante par translation suivant l'axe Z. Et donc, B ne dépend pas de Z. Et donc on pourra écrire que B égale B de XY T. Et de même, BH sera H de XYT. Alors maintenant que nous avons ces invariances, on nous demande d'écrire dans l'équation dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, l'équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique. Alors ça c'est une question de cours. Donc on sait que dans les milieux magnétiques, il est très intéressant d'utiliser l'équation de Maxwell-Ampère suivante, qui ne fait intervenir que les courants libres, ρ de H égale J libre, et qui donne le théorème d'Ampère qu'on va devoir utiliser pour trouver HR et HR comme demandé ici. Le théorème d'Ampère, dans l'RQS toujours, s'écrit intégrale sur un contour fermé de H scalaire dl égale I libre enlacé. Alors, nous on a représenté ici le schéma donné, et on va donc intégrer le théorème d'Ampère sur la ligne de champ de H. Et donc nous allons écrire que l'intégrale de H scalaire dl égale, alors quel est le courant enlacé? Eh bien c'est uniquement ce courant ici, donc c'est I. Alors on vérifie quand même que c'est bien plus I et pas moins I, pour cela on utilise la règle de la main droite, le courant est orienté dans ce sens, la ligne de champ de H est orientée dans ce sens-là, qui est bien cohérent avec un courant qui va dans cette direction-là du pouce, et donc c'est bien un plus I que nous avons ici. Alors, comme nous sommes sur ligne de champ de H, eh bien H et dl oriente la ligne de champ, H et dl sont toujours collinéaires, et donc H scalaire dl est égal à H fois dl, et donc nous avons donc intégrale sur la ligne de champ de H dl égale I. Il nous reste à séparer finalement l'intégrale en deux. Par moment, la ligne de champ est dans le fer, et puis, donc ça correspond à cette zone-là, puis cette zone-là, et puis à d'autres moments, si on bleu ciel, la ligne de champ est dans l'air, et donc H potentiellement sera différent, et on l'écrit comme ça. Alors,
comme nous le suggère l'énoncé, on va appeler hfer la valeur de la norme de h quand on est dans le fer, et hr la valeur de la norme de h quand on est dans l'air. Alors comme le suggère implicitement l'énoncé, hfer et hr vont être considérés comme étant uniformes, et donc on va pouvoir les sortir de chaque intégrale. Il va nous rester hfer fois la somme sur le fer des dl, plus hr fois la somme sur l'air des dl égale i. Alors, la somme sur le fer des dl, finalement, c'est la longueur totale de la ligne de champ dans le fer, et on nous dit que la ligne de champ moyenne a une longueur de L fer dans le fer, et de 2E dans l'air. Alors de 2E dans l'air, on comprend bien, puisqu'on passe 2 fois dans l'entrefer d'épaisseur E. Donc cette valeur ici vaut 2E, et cette valeur ici vaut L fer, de telle sorte qu'on répond à la question H fer L fer plus 2E HR égale I. Alors j'ai dit en sortant ici que l'énoncé supposait implicitement que H fer et HR étaient homogènes. En fait, il ne le suppose pas implicitement, il le demande très clairement dans la question, en considérant HR et H fer comme uniformes. Donc sortir de l'intégrale est encore plus direct. Et voici l'équation donnée par le théorème d'Ampère dans cette question. Alors, on a deux inconnus, Hfer et Hr, donc il va falloir des relations supplémentaires, mais on n'a pas encore utilisé un argument important qui est la conservation du flux de B, et qui va nous servir dans la question suivante. Donc on nous représente, figure 3, un tube de champ magnétique traversant l'entrefer. Alors on remarque tout de suite que ce tube de champ a une section constante, et de plus on sait que B est à flux conservatif d'après le fait que divergence de B égale 0, c'est l'équation de Maxwell. Alors certains l'appellent l'équation de Maxwell-Flux, d'autres de Maxwell-Thomson, qui, donc ça c'est l'équation de Maxwell-Thomson, qui donne, par théorème d'Ostrogradski, le fait que le flux de B à travers une surface fermée est nul, c'est-à-dire si on considère ici cette surface fermée ici par exemple, que je dessine en rouge, et bien donc tout le flux entrant doit être égal au flux sortant. Donc ce flux entrant je vais l'appeler flux fer, et celui-là, le flux sortant, flux dans l'air. La conservation du flux de B implique que flux dans le fer ici est égal au flux dans l'air. Étant donné que nous avons les mêmes sections, et que B va être supposé uniforme dans l'air et dans le fer, on peut tout de suite en déduire que B fer égale BR. Puisque dans les deux cas, l'intégrale de B scalaire ds pourra s'écrire intégrale double de B fois ds car B et ds sont collinéaires, et B étant uniforme, on peut sortir B, ça fait B fois S. Ça c'est vrai pour l'air et le fer. Donc c'est la conservation du flux de B qui permet d'écrire que B fer égale BR, car on est sur une section identique. Je vais bien insister, S, R, S fer sont égaux, et donc conservation du flux plus constance de la section implique que B fer égale BR. Alors maintenant qu'on a exprimé le théorème d'Ampère, la conservation du flux de B, il nous reste à écrire les relations constitutives de chaque matériau. Et bien l'air étant considéré comme le vide de perméabilité magnétique mu 0, on peut écrire que BR égale mu HR, et le fer étant un fer doux, on peut écrire que B fer égale mu H fer, avec mu la perméabilité magnétique du fer qui vaut mu 0 mu R, H fer. Donc voilà la première relation, la deuxième relation.
Et là, ça y est, on a tout écrit. Hein. Je vous rappelle qu'on a toujours besoin d'une relation pour H, une relation pour B, et les relations constitutives de chaque matériau. Donc théorème d'Ampère, conservation du flux, et relation B de H dans chaque matériau. Une fois qu'on a ça, on a tout écrit pour calculer les champs magnétiques et les champs H. Le champ magnétique et le champ H. Donc on va juste voir que ces deux grandeurs-là sont égales à B, d'après la question précédente. Et si on revient sur ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, H fer L fer plus 2E HR, H fer L fer plus 2E HR, c'est égal à I. Alors, remplaçons H fer par B sur mu0 mu R, L fer, et remplaçons HR par BR, c'est-à-dire B, sur mu0. Car BR égale B fer égale B. Ça nous donne I. Alors on nous demande de trouver B. Bon, on va isoler B. B égale I fois mu0. Je peux multiplier à gauche et à droite par mu0, ça va simplifier un petit peu. Sur 2E plus L fer sur mu R. Alors on nous dit que L fer sur mu R est très petit devant E. Donc ce terme-là va pouvoir être négligeable. Et donc B égale mu0i sur 2e. Alors on nous demande si dans ce type de moteur on a intérêt à avoir un entrefer large ou réduit. Alors le but de ce moteur, c'est donc d'avoir un champ B, on va le voir, qui avance comme ça, et qui va se coupler avec le moment magnétique du wagon pour le faire avancer également. On comprend bien que pour que ça se fasse le mieux possible, on a intérêt à avoir un champ magnétique maximal créé par le stator, et donc que E, ici, qui est au dénominateur, soit plutôt réduit, de telle sorte à ce que B soit maximal. Donc, on a intérêt à réduire E pour maximiser B. Alors, traçons B qui est égal à B de x y. Alors, pour cela, c'est intéressant de revoir le schéma. On a vu que finalement, que B, c'était mu0i sur 2e, sachant que B était la norme de B moyenne sur la ligne de champ, sachant qu'ici, B était vers le bas, puisque la ligne de champ était vers le bas, et ici, B est vers le haut, puisque la ligne de champ est vers le haut. Donc ici, on aura B égale mu0i sur 2e EY, alors que ici, on aura plutôt B égale mu0i sur 2e, mais porté par moins EY. Donc, on remarque aussi que cette norme ici est indépendante de la valeur de x a priori, c'est-à-dire que si on avait pris une ligne de champ ici, bon, il semblerait que, et qui se serait rebouclé ici, on aurait trouvé le même résultat puisque le résultat final ne dépend pas de x. Donc, on va pouvoir faire l'hypothèse que, en fait, B est homogène tant qu'on est entre deux fils, comme ça, puis il se retourne tout en gardant une norme homogène quand on passe de l'autre côté du fil I, et par périodicité, on peut continuer de la sorte. Autant de fois qu'on veut. Donc autrement dit, B peut valoir deux valeurs, soit mu0i sur 2e si on est juste à droite d'un courant I qui vient vers nous, ou moins mu0i sur 2e si on est juste à droite d'un courant I qui part vers le fond. Donc le plus simple, c'est encore de dessiner finalement B en fonction de X, et un truc que je vous conseille, c'est de mettre la position des courants, c'est-à-dire que ici on voit un courant I qui vient vers nous, ensuite on a un courant I qui repart, donc I mais vers le fond, un courant I qui vient vers nous, et encore deux courants I qui repartent, ici et ici. À chaque fois, on a une distance L entre chaque conducteur, et donc,
Quand on est entre ici et ici, ça revient à être entre cet endroit-ci et cet endroit-ci. Et le champ magnétique est positif. La projection du champ magnétique suivant EY est positive et vaut mu0i sur 2e. Quand on passe le courant I ici, elle devient négative et vaut moins mu0i sur 2e. Et après, par périodicité, on déduit la forme créneau du champ magnétique. Donc là, ce qu'on trace, c'est la projection de B suivant EY en fonction de X. C'est bien ce qui était demandé dans l'énoncé, la fonction B de X avec B, la projection de B suivant Y. Donc, si on fait un petit peu place nette, des conducteurs régulièrement répartis avec un courant I dans un sens, un courant I dans l'autre sens, etc., eh bien on a une forme de B dans l'entrefer qui est une forme créneau. Alors, on aime bien avoir des formes qui ressemblent plutôt à des sinusoïdes, et donc on va placer plusieurs conducteurs en quinconce, comme nous le suggère la suite de l'énoncé, c'est-à-dire que plutôt que de placer un conducteur I ici, on va en placer 3 côte à côte. C'est ce qui est dessiné juste en dessous. Alors, on va considérer désormais 3 conducteurs. Alors, essayons de voir un peu ce que ça va donner. Donc si c'est la première fois qu'on voit l'exercice, c'est un petit peu compliqué. En revanche, c'est une méthode qui est vue dans le cours sur les machines synchrones. Et donc on va s'en inspirer, puisqu'on nous demande maintenant de trouver B de X dans le cas où il y a 3 conducteurs. Alors, peut-être considérons tout d'abord uniquement le conducteur bleu ici, dessiné ainsi. Finalement, si on considère ce conducteur tout seul, alimenté par un courant I, on est dans le cas précédent. C'est-à-dire qu'on a... Alors comme je vais l'appeler B1. B1 créé par le conducteur bleu. On est dans le cas précédent, donc on a I comme ça qui vient vers nous en moins L sur 2, et I qui repart en L sur 2, puis après on a une périodicité de L. Et bien d'après ce qu'on a vu dans la question précédente, on aura un champ B qui aura cette allure-là, avec une valeur maximale de mu0i sur 2e, une valeur minimale de moins u0i sur 2e. Alors, je regarde juste si on nous donne des informations concernant l'écartement entre deux conducteurs successifs, on ne dirait pas. Mais c'est pas grave. Considérons ici maintenant le conducteur jaune, qui est un petit peu décalé vers la droite par rapport à L sur 2. Lui, il est comme ça. Hop, 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 hop. Finalement, c'est exactement la même distribution de courant électrique que précédemment, sauf que c'est un petit peu décalé vers la droite. Et bien le champ B2, qui sera créé par le conducteur jaune, il sera identique au champ B1, sauf qu'il sera un petit peu décalé lui aussi vers la droite. Hop. Il nous reste maintenant à étudier le troisième conducteur, en rouge cette fois-ci, qui va créer un champ B3, et qui sera lui un petit peu décalé vers la gauche par rapport aux deux autres. Eh bien, on peut aussi trouver le champ magnétique qu'il crée en décalant vers la gauche les deux champs magnétiques précédents, tout en gardant la même valeur maximale, mu0i sur 2e, et la même valeur minimale. Alors, peut-être aurait été-il plus agréable de les tracer sur 3 diagrammes les uns en dessous des autres. Ça, après, faites-le à la règle, et puis essayez de faire quelque chose de propre pour qu'on comprenne bien. Là, c'était pour l'explication. Alors, que vaut B de X? Eh bien, B de X, c'est-à-dire le champ magnétique total, ça va être B1 de X plus B2 de X plus B3 de X par application du théorème de superposition. C'est-à-dire qu'on a exprimé les champs magnétiques B1, B2 et B3 des conducteurs 1 et 2, 3 s'ils étaient seuls. Maintenant ils sont tous les trois ensemble, et bien les champs magnétiques créés par chacun s'additionnent par linéarité des équations de Maxwell. Donc B de X, nous allons le tracer ici. Alors on va
remettre les repères correspondant à chacun des conducteurs. Et rouge ici. Alors, quand on est entre cette zone-là et entre cet endroit-là et cet endroit-là, qui devrait être un peu plus symétrique par rapport à x égale 0, hop, on s'aperçoit que les trois champs, donc entre cet endroit-là et cet endroit-là, les trois champs B1, B2, B3 valent tous les trois mu0i sur 2e. Donc la somme des trois va donner 3 mu0i sur 2e. Puis quand on dépasse ici, on passe de là à là, on voit que le conducteur rouge crée un champ qui vaut moins mu0i sur 2e, alors que les deux autres créent un champ mu0i sur 2e, donc la somme des trois va faire mu0i sur 2e. En fait, à chaque fois qu'on va passer un conducteur, on va perdre 2 mu0i sur 2e, puisqu'on va passer de plus mu0i sur 2e à moins mu0i sur 2e. C'est ce qui va se passer lorsqu'on va passer le conducteur bleu, où le conducteur bleu va lui aussi chuter de 2 mu0i sur 2e, donc on va se retrouver à moins mu0i sur 2e en faisant la somme ici, de là à là, des trois champs magnétiques. Et puis quand on sera vraiment entre ces deux points, on aura trois champs magnétiques qui valent tous les deux moins mu0i sur 2e, donc on aura moins 3, après le câble jaune, on aura moins 3 mu0i sur 2e. Et ça, jusqu'à la prochaine occurrence du conducteur rouge, où, eh bien en fait, on voit que par symétrie, on va remonter de la même manière qu'on est descendu. Donc, ensuite, le conducteur jaune, etc. Alors on peut faire la même chose de l'autre côté. Pardon, je me suis trompé. Hop. 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 Etc. Alors donc, bon, mon dessin n'est pas forcément à l'échelle, mais à chaque fois, chaque saut vaut 2 mu0i sur 2e, puisqu'il y a un conducteur qui passe de mu0i sur 2e à moins mu0i sur 2e. Et on s'aperçoit que si on compare ce tracé au tracé qu'on obtenait avec un seul conducteur, eh bien on a une allure du champ magnétique en fonction de x qui se rapproche d'une sinusoïde. Et plus on va mettre de conducteurs, plus on va réussir à former une forme qui aura une allure ressemblant à une sinusoïde, et même si on met les conducteurs aux bons endroits, on peut réussir à avoir quelque chose de très proche d'une sinusoïde. Alors c'est ce que nous propose l'énoncé, qui nous dit que dans toute la suite du problème, on admettra qu'en choisissant bien le nombre et la répartition des conducteurs aller-retour, on peut avoir une évolution sinusoïdale du champ magnétique. Et là finalement on retrouve un résultat qu'on a vu dans le cours des machines synchrones, avec le champ tournant statorique, qui pouvait aussi être sinusoïdal en fonction de l'angle dans la machine. Alors, faisons un petit point sur ce que nous venons de démontrer. Nous venons de démontrer que le stator crée un champ magnétique B qui avait une allure qui pouvait, si on choisissait bien les conducteurs utilisés, et parcouru par le même courant I, une allure qui pouvait être sinusoïdale en fonction de l'espace. Sauf que pour l'instant, le champ magnétique est donc une sinusoïde en fonction de l'espace, mais il n'avance pas. Donc, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir créer un moteur. Il va nous falloir maintenant un champ magnétique B qui est sinusoïdal en fonction de la variable spatiale, mais qui en plus se déplace dans le temps. Donc c'est l'objectif de la suite de l'exercice, où on nous dit maintenant, il va y avoir un deuxième pôle magnétique, c'est-à-dire qu'on va avoir une série de conducteurs comme étudié précédemment, parcourus par un courant sinusoïdal I1, et une deuxième série parcourue par un courant sinusoïdal I2 déphasé, I2 égale IS sinus oméga ST. Alors, on nous donne que le premier champ magnétique, le champ magnétique créé par I1 est de cette allure-là, et le champ magnétique créé par I2 est de cette forme-là, et on nous demande de calculer le champ magnétique total au sein de l'entrefer. Bon, eh bien on va utiliser le principe de superposition, qui dit que les deux champs magnétiques précédents s'ajoutent pour déterminer le champ magnétique total. Donc B2 va être égal à B1, B va être égal à B1 plus B2.
C'est-à-dire, si on remplace déjà I1 et I2 par leur expression, on voit qu'on peut factoriser K et IS. Les deux vecteurs sont portés par EY, donc on peut aussi factoriser EY. Il reste cos oméga ST cos pi x sur L, plus, pour I2, donc sin oméga ST, cosinus. Alors ce terme-là, je vais juste développer pi, ça fait cos de pi x sur L, moins pi L sur 2L, donc moins pi sur 2. Alors pourquoi je fais ce développement? C'est pour faire apparaître ici cos de θ moins pi sur 2. Alors si vous ne vous souvenez plus bien de vos formules trigonométriques, vous voyez que si vous prenez un angle θ ici, θ moins pi sur 2 est ici, et son cosinus, qu'on obtient en projetant sur l'axe des x, a la même valeur que le sinus de l'angle de départ. Donc ce terme-là, c'est sinus pi x sur L. Ah, et on trouve une forme connue, puisque ça c'est la forme cos A cos B plus sin A sin B. Et ça, cos A cos B plus sin A sin B, c'est cosinus de A moins B. Donc, on trouve qu'on a KIS EY facteur de cosinus de oméga ST moins pi sur Lx. Voici le champ magnétique total créé dans l'entrefer. Alors analysons un petit peu cette expression parce qu'elle est intéressante. Déjà, on s'aperçoit que B est de la forme d'un cosinus oméga t moins kx, avec donc c'est-à-dire qu'il a une pulsation oméga qui est oméga s et k qui est vecteur d'onde qui vaut k égale pi sur L. Et quand on a un champ qui est fonction de cosinus oméga t moins kx, on peut tout de suite dire que B est une onde plane progressive et dans le sens des x croissants. Ça, c'est ce qu'on peut dire, le fait que ce soit dans le sens des x croissants, ça vient tout de suite du fait qu'on a un cosinus de oméga t moins kx. Alors, on a donc dans quel sens se propage cette onde magnétique? Dans quel sens se propage cette onde magnétique? Dans le sens des x croissants. Alors à quelle vitesse? Eh bien, la célérité d'une telle onde, ce qu'on appelle sa vitesse de phase, V, qu'on note Vs ici, c'est, dans le cas où on a cosinus oméga t moins kx, c'est oméga sur k. Donc ici, la pulsation c'est oméga s, le vecteur d'onde k c'est pi sur L, donc on va trouver oméga s L sur pi. Alors on nous demande maintenant le vecteur vitesse, et bien il suffit d'ajouter que l'onde se propage vers le sens des x croissants, ça veut dire que Vs est porté par Ex, et donc on a oméga L sur pi, Ex, pour le vecteur vitesse de l'onde magnétique. Donc ça y est, on a un champ magnétique sinusoïdal qui en plus se déplace vers le sens des x croissants à une vitesse Vs égale oméga L sur pi. Alors si maintenant on voulait que cette onde se déplace dans le sens des x décroissants, c'est-à-dire si on fait reculer le train par exemple, alors il faudrait que, si on revient un petit peu en arrière, ce moins ici devienne un plus. Alors il faudrait qu'on n'ait plus la formule cos A cos B plus sin A sin B égale cos A moins B, mais avoir quelque chose qui donnerait le cos A plus B. Ce qui serait bien, c'est donc ici d'avoir non plus un plus, mais un moins entre ces deux sinus. Et ça, ce serait possible si, au lieu d'avoir I2, on avait I2 qui est égal à moins IS sin oméga t, et bien, I2 qui est égal à plus IS sin oméga t, et bien, si on remplaçait ce plus-là par I2 égale moins IS sin oméga t, ça veut dire si on inverse le sens du courant dans la phase 2, on aurait alors B qui serait égal, alors on reprend la formule, KIS cos oméga t plus
pi sur Lx, EY, et donc qui se propagerait dans le sens des x décroissants. Donc on peut inverser le sens du courant, I2, pour le transformer en son opposé, et dans ce cas-là, on aura un champ magnétique qui, au lieu d'aller vers dans le sens des x croissants, ira dans le sens des x décroissants. Alors on nous demande une application numérique. On veut connaître la distance entre deux pôles magnétiques grand L, permettant d'obtenir une vitesse Vs égale 500 km/h. Bon, alors on a vu que Vs, c'était oméga SL sur pi. Donc L, c'est pi Vs sur oméga S, mais oméga S, c'est aussi 2pi fois Fs, c'est-à-dire Vs sur 2Fs. Ça, on peut encadrer cette solution littérale. Et donc l'application numérique nous donne L égale Vs, donc 500 km/h, donc 10 puissance 3 mètres sur 1 heure, donc 3,6 10 puissance 3 secondes. Et x2, fois 100 Hz, donc fois 10 puissance 2. Donc au final, il reste 5, puisque 500 et 10 puissance 2 donnent 5, et 10 puissance 3 se simplifie, sur 7,2 mètres, ce qui donne 0,69 mètres ici à cette application numérique. Donc voilà, 69 cm entre deux pôles pour obtenir les valeurs attendues. Donc, maintenant, on a un champ magnétique qui avance à la vitesse qu'on peut régler en fonction de la distance entre les pôles et de la fréquence d'excitation. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un wagon dessus, et on va voir à quelles conditions le wagon peut être entraîné. Donc, c'est pour ça que maintenant, on considère la partie statique, étudiée précédemment, donc celle qui crée le champ magnétique qui avance, et qui est rappelée ici, et puis, une partie, c'est la nouveauté des questions qui vont arriver, une partie mobile, assimilable à une spire rectangulaire, ici, parcourue par un courant I constant. Donc si vous faites les liens avec ce que vous avez vu dans la machine synchrone, ça correspondrait au rotor, en fait. Qui ici est donc une spire carrée parcourue par un courant I constant, imposé par un dispositif extérieur. On vous donne ses dimensions, sa longueur, sa largeur, et une spire parcourue par un champ magnétique, une spire parcourue par un courant électrique, ça peut toujours se modéliser, a priori, par un moment magnétique M, et c'est ce qui est rappelé ici, M égale 2LB EY. Bon, très bien. Cette spire est supposée rectiligne et considérée à une vitesse V suivant EX. Et la position du centre de la spire est notée X de T, qui, s'il avance à une vitesse uniforme, vaut x0, la position initiale, plus v fois t. Ok. Alors on va chercher à calculer la force qui s'exerce sur cette spire de la part du champ magnétique B statorique qui avance là comme ça vers le sens des x croissants. Alors pour cela, on va utiliser la formule qui est fournie dans l'énoncé qui permet le calcul de la force qui s'exerce sur le wagon mobile, modélisé par la spire. Alors dans le cours sur les machines synchrones, on avait une formule de dérivation de l'énergie magnétique par rapport à l'angle θ notamment. Alors ici c'est une autre approche qui est utilisée, donc on utilise la formule donnée par l'énoncé, mais une approche très proche. Donc on a M qui est donné, qui est 2LB IEY, qui est I fois la section fois le vecteur unitaire normal à la spire. B qui nous était donné comme B0 cosinus de oméga t moins kx lui-même porté par Y, donc ça c'est le champ B créé par le stator. Rappelez ici, alors oméga s'appelait oméga S pour oméga des courants statoriques. Donc, d rond B sur d rond X, par dérivation du cosinus, cosinus U se dérive en moins U' sinus U, mais ici U' ce sera moins K, puisque nous dérivons par rapport à X. Donc nous allons avoir neutralisation des signes moins, et donc KB0 sinus oméga S T moins KX EY, d'où l'expression de la force, la composante suivant X de la force, qui s'exprime comme le produit scalaire de M et de d rond B sur d rond X, qui va donner
eh bien 2LBIK B0 sinus de oméga st moins kx évalué au centre du dipôle, c'est-à-dire en x égale x de t est égal à x0 plus vt. Il nous reste donc à remplacer x et à trouver f de x de t égale 2LBIK B0 sinus. Alors je vais factoriser par t, il va donc avoir oméga s moins kv t moins kx0. Donc j'ai juste utilisé cette expression dans le x et factorisé par la variable t ici pour avoir une notation condensée de la projection f de x demandée. Donc voilà ce qui est demandé. Alors on nous demande dans la question suivante, en faisant une analogie avec vos connaissances sur les machines synchrones, déterminer la valeur de la force F, maintenant nommée F, alors qui ne dépend plus du temps, a priori, on va voir pourquoi, en fonction de B, L, I, B0, K, X0. Alors, on nous demande a priori de simplifier l'expression de la force. Alors, on nous parle de nos connaissances sur les machines synchrones, mais en fait, on va pouvoir même le retrouver juste en analysant l'expression de la force. Si la force est telle qu'elle est présentée ici, on s'aperçoit que c'est une sinusoïde en fonction du temps. Et donc le wagon, la spire wagon, au fur et à mesure du temps, va être attirée vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, et on peut supposer qu'en moyenne, elle va rester immobile, puisque la force moyenne qui s'exerce sur elle est nulle, d'après la formule du sinus oméga s moins kvt moins kx0. Alors comment faire pour que cette valeur moyenne de force soit non nulle? Eh bien c'est tout l'objectif. Pour que la valeur moyenne de la force soit non nulle, il va falloir annuler la dépendance en t du sinus, annuler ce terme-là surligné en bleu, autrement dit, il va falloir que oméga s moins kv soit égal à 0. Et dans ce cas-là, on aura une force qui ne dépendra plus du temps, et dont la valeur moyenne sera non nulle. Donc c'est ce qu'on va écrire. On veut que la moyenne de f de x, en fonction du temps, soit non nulle, et ça va impliquer que oméga s moins kv égale 0. Autrement dit, V va être égal à oméga s sur K. Et si on revient un petit peu à ce qu'on avait fait avant, on s'aperçoit que oméga s sur K, c'était oméga s sur pi sur L, et ça c'était aussi la vitesse du champ magnétique statorique. Autrement dit, il ne peut s'exercer une force de valeur moyenne non nulle sur le wagon que uniquement si celui-ci va à une vitesse qui est égale à la vitesse du champ magnétique statorique. C'est ce qu'on appelle, et c'est là le lien avec le cours sur les machines synchrones, c'est la condition de synchronisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine ne peut développer une force que si le wagon est à la vitesse du champ magnétique statorique. Alors ça peut être gênant parce qu'au démarrage, par exemple, le wagon est immobile, le champ magnétique statorique va à sa vitesse, ils sont à des vitesses différentes, 0 pour le wagon, Vs pour le champ magnétique statorique, et donc il n'y a pas de force qui est développée a priori sur le wagon. C'est le problème du démarrage des machines synchrones. Alors, qu'est-ce qui existe pour lutter contre ça? Soit on est capable de faire, avec une électronique de puissance bien adaptée, des onduleurs, etc., une vitesse Vs qui augmente petit à petit du champ magnétique, notamment en étant capable de créer des pulsations des courants statoriques qui augmentent progressivement. Ça, c'est une première possibilité, et donc toutes les notions d'autopilotage qui vont avec. Ou alors une autre possibilité, c'est de démarrer le train, par exemple, avec une machine à courant continu, qui est peut-être moins performante en termes de rendement, mais qui va nous permettre de démarrer. Et puis quand le train aura atteint la vitesse de synchronisme, la machine synchrone avec un meilleur rendement prend le relais de la machine à courant continu pour assurer, pour créer la force qui permet au wagon de continuer à avancer. Donc tout ça n'était pas forcément demandé dans l'énoncé, et tous ces détails que je rajoute ici, c'est plus pour vous faire un rappel du cours sur les machines synchrones que ce qu'il faudrait écrire dans la copie. Par contre, écrire qu'on retrouve la condition de synchronisme, même si c'est pas explicitement demandé, ça va relativement vite, et ça montre au correcteur que vous comprenez bien ce que vous êtes en train de faire et que vous faites le lien avec des choses que vous avez vues par ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant, ça va très vite, et ce sont des petites remarques qui peuvent faire un effet assez positif sur votre copie. Tant que ça ne vous prend pas beaucoup de temps et que c'est écrit de manière condensée. Donc maintenant, on revient à la question, on nous demande la valeur de x0 pour laquelle on nous demande déjà d'exprimer f. Alors, f, désormais, donc c'est f de x
fx de t porté par vx. Et donc, comme on a écrit que oméga s moins kv est égal à 0, ça devient 2L b I k b0 sinus de moins kx0 ex. Donc voici l'expression de la force F, désormais, dans la condition de synchronisme. Et on veut qu'elle soit maximale, mais pour qu'elle soit maximale, on va faire que ce sinus soit égal à 1. Pour qu'il soit maximal, il faut que moins kx0 soit donc égal à pi sur 2 à 2pi près, donc plus m fois 2pi avec m entier relatif. Et donc que x0 soit égal à moins pi sur 2k moins 2pi m sur k. Et ça nous permettra d'avoir en plus une force maximale. Alors juste avant de terminer cette vidéo, un conseil que j'aime bien donner quand on fait des sujets d'écrit, c'est qu'après avoir traité une partie, une sous-partie du sujet, c'est de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on a fait dans cet exercice. On a enchaîné des questions, mais il y a toujours une logique sous-jacente aux exercices. Et quand on a fini une partie, c'est intéressant de revenir un petit peu dessus, pour que si un jour on a un exercice qui ressemble, ou un exercice moins détaillé à l'oral, mais qui reprend un petit peu cette logique-là, on ait en tête le squelette nécessaire à traiter ce genre de sujet. Donc ici c'est vraiment plus le squelette identique à celui du cours sur la machine synchrone. C'est que d'abord on s'intéresse au stator, dans lequel il y a un seul courant qui était nommé I. Et on a vu qu'en décalant des conducteurs, que s'il y avait un seul conducteur, on avait un champ magnétique carré, et que si on crée plusieurs conducteurs décalés, par exemple comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça, on arrivait à un champ magnétique qui tendait vers une sinusoïde. Donc ça, c'était le champ magnétique créé par une phase statorique. Mais ce champ magnétique créé par une phase statorique n'avançait pas. Donc il a fallu tous ces conducteurs les faire parcourir par un courant I1 sinusoïdal et utiliser un deuxième jeu de conducteurs créé par un courant I2 sinusoïdal déphasé, de telle sorte qu'avec deux phases statoriques, une parcourue par des courants I1, une parcourue par des courants I2 déphasés, réussir à créer un champ magnétique statorique qui avance à une vitesse Vs dans le sens des x croissants. Puis, une fois qu'on a bien caractérisé ce champ magnétique statorique qui avançait à une vitesse Vs dans le sens des x croissants, on a considéré le rotor, alors ici c'est pas vraiment un rotor puisqu'il ne tourne pas, mais je sais pas comment on peut appeler ça, la spire avançante, le translator peut-être, qui elle-même subissait une force de la part du champ magnétique Bs, et donc on a calculé cette force F pour démontrer la condition de synchronisme, c'est-à-dire que cette force ne pouvait être développée avec une valeur moyenne non nulle que si la spire avançait à la vitesse du champ magnétique. Ça, c'est l'exemple bien classique de la condition de synchronisme des machines synchrones, et on a vu dans ce cas-là quelle était la valeur de cette force. Vous voyez un petit peu, essayez quand vous faites un sujet d'écrit, toujours dégager le squelette, l'ordre des questions, l'enchaînement des idées, pour prendre du recul et pas seulement vous entraîner à traiter des questions de concours, mais aussi gagner en compréhension, en recul sur les phénomènes que vous étudiez.